Marcel Guitoulou, vous le voyez ici, c'est un médecin, anesthésiste, réanimateur. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien, parce qu'on a fait du chemin depuis à peu près 20 ans. Il y a 3 traits fondamentaux qui le caractérisent. Le premier trait, c'est son engagement humanitaire. Le deuxième trait fondamental, son engagement politique. Et enfin, son engagement pour la paix. Humaniste, politique et pacifiste. Par rapport à son engagement humanitaire, c'est la sortie de la guerre en 1997, en tant que médecin, vu la misère qui régnait à l'époque dans notre pays, il a réuni une équipe de collègues qui sont partis avec lui pour en tout cas aider les compatriotes qui étaient meurtris dans leur chair, victimes de la guerre que peut-être parmi vous n'étaient pas encore nés, parce que je vois il y a beaucoup de jeunes parmi vous, mais en fait c'est ça. Donc il est parti avec cette équipe-là pour donner de l'aide. Et intervention sur chiffrage, matériaux médicaux, enfin beaucoup de choses qu'ils ont fait sur place. Mais vu l'ampleur des sinistrés, ça ne devait pas s'arrêter qu'à ça, par rapport à son engagement humanitaire. Il a réalisé 2-3 missions, mais il fallait quand même pérenniser cette action-là humanitaire. C'est pour cette raison qu'avec nous, ses amis de France, de Marseille en particulier, on avait décidé de créer une fondation. La fondation donc s'appelle Fondation du docteur Marcel Guitoulou. À travers cette fondation, plusieurs actions ont été menées sur le terrain, depuis 2000 jusqu'à à peu près 5 ans, où la fondation était très très active. On a même organisé plusieurs actions sur le terrain, à Brazzaville, notamment la dernière, c'était à l'hôtel de Ville, où on avait distribué des cannes anglaises, où là, on avait reconstruit aussi l'école primaire de Filou. On avait acheminé du matériel informatique pour l'église Saint-Donat à Filou, je crois. Enfin, plusieurs actions. Mais l'action en plus, comme en tant qu'homme politique, c'est là où, vu le chaos politique qui régnait à l'époque, il s'est décidé, avec des amis, on avait mis en place un comité, consensus pour la paix et la réconciliation nationale. Avec ces amis-là, ils ont fait tout un périple pour aller rencontrer les protagonistes de l'époque, notamment le président Pascal Lissouba à Londres, le premier ministre Bernard Kouloula Mali, l'ancien président Yongo Pango à Abidjan à l'époque, et vraiment tous les partis politiques. Et on est arrivé à organiser une très très grande conférence pour la réconciliation et de paix à Pertuis. Au cours de cette conférence, il y avait beaucoup de participants, notamment l'ancien Premier ministre André Bilongo, les représentants Pierre Zé, enfin beaucoup de Camille Bongou, beaucoup de personnalités politiques. À l'issue de cette concertation-là, on avait mis une mission pour aller rencontrer le président Sassou. Et une délégation a été reçue donc par le président Sassou, conduite par justement le docteur Marcel Guitoulou. À l'issue de cette rencontre-là, ils avaient décidé de mettre en place le dialogue national pour la paix, présidé par le feu président Bono. Voilà. Donc, par rapport à cet engagement politique, c'est l'amour du pays qui l'anime. Parce qu'il aime les autres. Et le fait que vraiment le pays était vraiment dans le chaos total, notamment l'épine dorsale de l'instabilité politique qui demeure encore dans le pool, notamment le cas de Toumi, pasteur Toumi, il avait pris des risques. Ça, c'est le troisième trait fondamental, d'aller rencontrer le pasteur Toumi, avec tous les risques que vous pouvez imaginer possible. Ça, c'est le pacifiste, l'homme de la paix. Il voulait vraiment que le pasteur Toumi puisse quitter sa logique de résistance, de guerre,
pour transformer son mouvement, le Conseil national de la résistance, en parti politique. Donc le docteur Marcel Bitoukulu est parti le voir. S'est déguisé en paysan, qui s'est rendu accompagné d'une journaliste dans le fief de Toumi qui était en Vinza. Tout était possible. À l'issue de cette rencontre, une concertation pour la réconciliation des enfants du couple a été mise en place, conduite par le monseigneur Portela, l'archevêque de Kinkala. Et vous connaissez la suite. Toumé est sorti du maquis, il est rentré à Brazzaville, plusieurs étaient reçus. Donc voilà un peu le docteur Marcel Bitoukulu. Si vous voulez connaître plus sur l'homme, je vous invite, vous connaissez Internet, il y a un site qu'on a mis en place, qui nous présente bien son parcours, ses discours, ses actions. C'est changerlecongo.com. Changer avec ER, changerlecongo.com. C'est là où vous pouvez davantage, à travers des vidéos, ses discours, ses actions, vous allez faire mieux connaissance. Donc, je vais quand même laisser la parole parce que c'est comment vous êtes venu écouter. C'est lui plutôt. Il va vous parler de son projet politique, ce qu'il veut faire pour nous redonner tous espoir. Je vous remercie. Très chers compatriotes, la Ligue n'a savoir le bosso beauté, nous peut savoir le beauté mi, et ma tondo ya kuta, ma kutala ti mosi na kati na ben, moko na kati na bino, andimi mbela na ngai, kutokutana, peut kuzonza. Dans la tête des membres, il y a la façon de ce n'était pas évident, d'autant plus que nous montrons qu'il n'a pas d'occupation. Mais dans le zone de Kenya, ça n'a Congo ya bête, ça n'a Congo ya bête, ça n'a Inti ya bête. Ben le bika babisalu ya ben, ben le quiz, ça n'a pouvoir, qui diam. Moi, naïna, il y a Congo qui a ça la politique, mais cuisant, les amis, ça fait. Moukena, ça y est, na kati ya tima. Na kutala ti, si ben que je n'ai na mam na ndinga moukena kuzonza, nous on a le couteau. Vous préférez, nous on a français ou bien à. Ah bon. Je disais que je suis très heureux de venir au Maroc, rencontrer la communauté nationale ici établie, pour échanger avec elle autour des questions nationales. Échanger avec elle autour des questions nationales, parce que non seulement je suis citoyen congolais, mais un citoyen politiquement engagé. Vous avez suivi tout à l'heure, M. Patrick Tshisamou, mon directeur de cabinet, vous dit ce que a été mon parcours jusqu'ici. Tout ce qui m'a guidé tout le long de ce parcours, c'est le fait qu'en tant que citoyen, fut la difficulté majeure dans laquelle s'était empêtré le pays. Il me revenait, et il revient à tout citoyen, de pouvoir s'engager pour aider enfin son pays à passer le cap difficile et surtout à projeter pour les jours à venir, pour les années à venir, l'établissement d'une réelle démocratie dans le pays, de façon à ce que chacun y trouve les moyens de sa réalisation. C'est ce qui a justifié, comme l'a dit M. Bissandou, mon engagement politique pendant la période la plus noire de l'histoire de notre pays, la guerre que nous avons connue en 1997. Avec mes amis, nous sommes investis à aller à la rencontre des différents acteurs pour leur expliquer que le pays était un bien commun et qu'il était hors de question
de pouvoir le prendre en otage, quelle que soit, pour quelque raison que ce soit, et surtout pas des raisons d'ambition personnelle. Et c'est au cours de ces efforts inlassables que nous avons pu prendre la tâche avec le président actuel, M. Sassou, avec le défunt Premier ministre Koda, avec l'ancien président Tombi et l'ancien président Souba, pour les amener au dialogue national. Et le prolongement de ce dialogue a été la rencontre avec le pasteur Tombi pour discuter des possibilités de ramener le pasteur Tombi dans la vie politique normale. Aujourd'hui, toutes ces choses sont faites. Mais cela ne suffit pas. Et c'est pour ça que nous avons pris l'option. Vous le savez peut-être, ou vous ne le savez pas, ça vous surprend. Nous avons pris l'option de représenter sur la face du monde l'opinion des Congolais qui pensent que le pays doit pouvoir changer, qu'il va falloir bâtir une rupture et aller vers une alternative. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Pour beaucoup d'entre vous ici, je suis à la fois heureux de voir qu'il y a beaucoup de jeunes, mais je suis à la fois triste de constater que nombre d'entre vous, présents ou pas présents, en France, ici au Maroc, au Bénin ou ailleurs dans le monde, beaucoup ont quitté le pays pour différentes raisons, pour se retrouver finalement exilés économiques. Ça veut dire que dans le pays, il y a des choses qui marchent. Beaucoup d'entre vous, au moment où nous avions pleuré nos morts pendant la guerre, vous étiez, pour beaucoup d'entre vous, très jeunes. Je n'en sais rien. C'est une jeunesse à laquelle les politiciens, pas les politiques, parce qu'il y a une différence entre un homme politique et un homme politique. Ce sont des jeunes auxquels les politiciens, ceux qui ne pensent qu'à leur intérêt propre et non à l'intérêt du pays, les uns vis-à-vis des autres. Ils n'ont connu qu'une éducation basée sur le l'égoïsme, ils n'ont connu qu'une éducation basée sur l'ambition personnelle du pouvoir pour le pouvoir. Et nous, dans notre démarche politique aujourd'hui, cette démarche que nous avons représentée au cours des élections présidentielles de 2009, parce qu'on avait été candidat. Même si notre candidature, pour des raisons constitutionnelles, entre guillemets, avait été invalidée, mais nous avions pris la peine de dire à la face du monde qu'il y a une possibilité pour faire autre chose de ce beau pays. Mais ces jeunes auxquels on a ôté cette capacité de se réaliser, de mener des études correctement, d'arriver à un niveau de formation adapté, pour obtenir un emploi et enfin bâtir eux également leur vie, fonder une famille. Ces jeunes nous jugent, hommes politiques, comme des criminels, ça j'en conviens. Et c'est dans cette optique de dire que malheureusement, tout le monde, il faut heureusement d'ailleurs, tout le monde n'est pas comme ça. Et qu'il y en a qui pensent différemment. Et qu'il y en a qui vous tendent la main pour qu'ensemble nous arrivions à renverser la vapeur, faire la politique autrement et construire le pays différent. Beaucoup sont partis qui n'ont qu'un seul rêve, c'est de se réaliser à l'extérieur. Beaucoup sont ici pour se dire peut-être que demain j'aurai la possibilité de traverser en France. Mais qu'est-ce qu'on va chercher partout si ce n'est le bonheur? Et pourquoi ce bonheur, on ne le retrouve pas ou on ne le retrouverait pas chez nous? Vous êtes au Maroc, vous savez les histoires des responsables politiques qui viennent ici pour se faire soigner, ou envoyer leurs enfants en formation, ou envoyer leurs épouses en vacances, ou envoyer leurs femmes en villégiature. Mais toutes ces choses-là, pourquoi on ne peut pas les réaliser chez nous?
C'est parce que nous avons des options politiques, économiques et sociales qui sont à l'envers de l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est pour ça que, constatant la douleur que nous sommes, je ne m'explique pas, constatant la volonté d'aller de l'avant, de réussir sa vie, de chacun d'entre nous, et surtout de la jeunesse que vous représentez. Je me suis engagé avec mes amis à promouvoir ce discours de changement, ce discours de rupture, ce discours qui doit contraster radicalement avec celui très mielleux aujourd'hui. Quand je prends les paroles du président de la République, dans son dernier discours à la nation, qui fait le résumé de son exercice annuel, qui annonce une satisfaction du gouvernement et une autosatisfaction de sa part sur le fait que la démocratie est construite, sur le fait que sur le plan économique, nous avons 5 à 6% de croissance et que nous commençons à réaliser des infrastructures, sur le fait qu'il y a une réussite sociale parce que les bourses des étudiants et les salaires sont payés et que le salaire minimum a été rehaussé à 90 000 francs CFA. J'essaie de me regarder autour de moi. Je me dis, ce discours est-il réaliste ou c'est un discours complètement de propagande pour essayer de maintenir un système inique qui est décrié par tout le monde en place? Mais j'en arrive à une conclusion qui est toute simple. C'est un discours de propagande. Pourquoi un discours de propagande? Parce que lorsqu'on prend les 3 items qui ont été développés par le président dans son discours et qui constituent l'épine dorsale de la propagande du pouvoir aujourd'hui pour endormir les populations. La démocratie est une réussite. Bien, très bien. Est-ce que le Congo aujourd'hui est un état de droit? À cette question, je ne sais pas quelle est votre réponse, mais en tout cas pour moi, c'est non. Non. Pourquoi non? Tout simplement parce que le pouvoir est tenu par des courtisans qui n'ont de cesse de faire valoir leur situation de force pour s'adjuger tous les droits dans le pays. Pourquoi c'est non? Parce que le système économique est bâti sur ce qu'on appelle le capitalisme de connivence. Je suis ministre, je suis président, je suis maire, je crée mes sociétés comme je veux, j'utilise le monde comme je veux, je ne paye pas les taxes, je ne paye pas la douane, je sous-paye les employés, tous les marchés qui sont à moi, de toute façon personne ne me demandera quoi que ce soit, c'est moi le chef. C'est pas ça la vérité. Et moi, je suis contre cette façon. Il faut donner à chaque Congolais la possibilité de contribuer à l'évolution économique du pays. Il faut changer ce capitalisme de connivence en un capitalisme de marché qui donne à chaque Congolais les dépendances pour créer son entreprise et donc de créer de l'emploi dans un pays où le taux de chômage, d'après les statistiques officielles de 2012, s'élève quand même à 53%. C'est énorme. Ça veut dire que plus de la moitié des Congolais sont sans emploi. Et c'est inadmissible. Toute cette jeunesse qui est à notre disposition, qu'est-ce qu'on va en faire demain? Aujourd'hui, on n'en fait rien. Parce que dans la formation, on investit beaucoup moins. Cette jeunesse, les hommes politiques, les siamois de la politique congolaise, que vous connaissez, c'est pas la peine de faire un dessin de cité. Les hommes drogués, les hommes armés, les hommes transformés en véritables criminels. Ce n'est pas de leur faute à ces jeunes. Mais c'est la faute aux hommes politiques. Et qui ont fini par les laisser pour compte.
Ce que je dis, c'est la réalité. En France, je le vois, il y a plein d'enseignants. Et ceux qui ont pris le pouvoir grâce à eux, nous s'en occupent même. Cet état d'esprit, ça dénote du manque d'intérêt qu'ils ont pour leurs propres enfants, parce que vous êtes là. 2, ça dénote de ce qu'ils sont égoïstes vers eux qui payent. 3, ça dénote du fait que, dans cette irresponsabilité, ils ne méritent plus de continuer à assurer la gestion des affaires de l'État. Et c'est pour cela que je m'élève pour dire qu'il y a une voie différente qui va falloir suivre. Il faut redonner l'espoir aux populations. Il faut redonner espoir à la jeunesse. Redonner espoir à toi. Regardez la salle, comment elle est continuée. Pourquoi vous êtes nombreux? Vous avez pensé que nombreux s'intéresseraient pour écouter un peu ce qui se passe. Peut-être qu'il y a quelque chose. Mais les Congolais sont tellement désabusés, les promesses faites. L'opposition congolaise aujourd'hui n'a pas les moyens de faire un meeting à Brazzaville. Parce que, 1, il faut beaucoup d'argent. Parce que, 2, il faut obtenir les autorisations. Et que bien souvent, les portes leur sont faites. Devant cet état de fait, il est difficile de penser qu'on est d'accord avec le président qui dit ça y est, la démocratie est en place. Les élections se font tous les jours de la même manière dans le pays, sans la maîtrise du corps électoral. Le recensement des candidats. Jusqu'aujourd'hui, il se fait et il ne se fait. Mais comment voulez-vous qu'on parle de démocratie dans ce pays? Le deuxième point de la propagande officielle du gouvernement, c'est de dire le pays va devenir un pays émergent, s'il ne l'est déjà, où il est en voie de l'être, parce qu'il y a des infrastructures qui sont bâties, parce que nous avons un taux de croissance à 5 ou 6%, parce qu'on a fait l'aéroport, parce qu'on a conçu la route entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et quel crédit apporter à un discours de propagande comme celui-là quand on sait le dénuement, les difficultés dans lesquelles les Congolais sont empêtrés au jour le jour? Beaucoup de Congolais ne mangent plus qu'une seule fois par jour, vous le savez. Beaucoup de Congolais n'ont pas les moyens d'avoir des soins de qualité dans le pays. La preuve, vous êtes dans un pays qui reçoit pas mal de Congolais qui viennent, pour beaucoup, par leurs propres moyens, chercher les soins. Vous êtes Congolais et vous savez, est une équation insoluble aujourd'hui dans le pays. Regardez autour de vous, ici, dans le royaume, qui n'ont que le tourisme comme richesse, à l'opposé de ce que nous avons comme richesse, le pétrole. Dans quelles conditions vous vivez? Dans quelles conditions ce pays se consomme? Et dans quelles conditions nous, Congolais, nous les adultes, puisque nous demandons hospitalité chez eux, et que nos propres dirigeants, qui ne peuvent construire chez eux, viennent construire ici, ou acheter ici, ou envoyer leur famille prendre des soins ici, ou leurs enfants étudier ici, ou alors venir carrément de façon que nous puissions également attirer d'autres compatriotes africains ou d'autres nationalités pour venir investir dans le pays. On nous parle d'une réussite économique parce qu'il y a eu l'aéroport, parce qu'il y a eu Brazzaville, Pointe-Noire. Mais ça, c'est des choses qu'on ne devait pas avoir 30 ans après. C'est des choses qu'on aurait dû avoir depuis très longtemps. Et quand on a fait ça, on ne fait pas de la propagande parce que ça relève du travail normal d'un gouvernement. Mais ce tapage, c'est le nature à dire, vous voyez, on travaille, laissez-nous travailler. On fait tout pour vous. Mais combien il y a de chômeurs? Je l'ai dit, 53%. Combien il y a de morts tous les jours au CHU Brazzaville? Combien il y a de morts dans nos quartiers?
les palmes qu'on met dans les rues là pour dire il y a un décès. Parfois dans un seul quartier, vous en avez une dizaine. C'est vrai ou faux? Et vous trouvez que ça c'est une réussite économique. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Non. Nous demandons à ce que, sur le plan économique, l'indice qui nous permet de dire que le pays va mieux ne soit pas les 5% artificiels, creux, mais que ce soit plutôt le taux de remplissage du panier de la ménagère quand elle va au marché. Quand elle va au marché, avec 5 000 francs CFA, qu'est-ce qu'elle peut avoir? Est-ce qu'avec les 5 000 francs CFA, cette mère de famille peut nourrir ses 4 ou 5 enfants? À cette question, tout le monde répond non. Il y en a qui aujourd'hui ne se nourrissent plus que des arêtes de poissons. Vous le savez, ça, qui sont vendus sur des tas entiers sur les marchés de Mongali, de Poto ou de Total ou de Commission. Mais ça, ce n'est pas de la réussite économique. Toutes ces choses-là sont à changer et ce discours, je vous en prie, mais écoutez, sur le plan social, finalement, tout va bien parce que j'arrive à payer les salaires, les bourses et j'ai augmenté le SMIC à 90 000. Très bien. Moi, je reviens de Russie il n'y a pas très longtemps, d'Ukraine spécifiquement, où j'ai rencontré des étudiants congolais qui n'ont pas leur bourse depuis X temps. Il y en a qui ne vont non plus à l'école parce que l'État ne paye pas les frais de scolarité. Et vous trouvez que c'est une réussite? Au Maroc, je ne sais pas, vous me dites. De temps en temps, pour avoir la bourse, eh bien, il faut faire quelques manifestations pour obtenir. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être systématique. Parce que nous investissons dans l'avenir du pays. L'avenir du pays, c'est ce que vous représentez. Vous, la jeunesse, dans votre investissement scolaire et académique. S'il n'y a pas ça, le pays se meurt. Mais nous ne sommes pas un pays qui doit vivre au crochet d'un système. Ce que j'appelle, moi, le système, c'est tous ceux-là, les hommes politiques, qui nous ont gouvernés d'hier à aujourd'hui. Les résultats auxquels le régime de M. Sassou est arrivé en 30 ans. Avec le feu président Massamba Deba, nous avions eu ces résultats-là en moins de 5 ans. Vrai ou faux? Je vais vous citer des réalisations parce que pour beaucoup d'entre vous n'avez pas connu le régime Massamba Deba, vous n'étiez même pas né. Mais pour ceux qui sont curieux et qui veulent savoir, quand ils vont faire les recherches, ils vont voir que de 63 à 68, sous le régime de Massamba Deba, c'est le régime qui a fait le mieux prospérer le pays. On a eu l'usine textile Kissondi, qui était de notoriété internationale et mondiale, parce que même la redoute française commandait des t-shirts à Kissondi pour les revendre au plan international. C'est-à-dire que ce que les Français, les entreprises françaises font aujourd'hui au Maroc, ils font fabriquer au Maroc ou en Chine pour revendre en France et ailleurs dans le monde. Mais nous, on l'avait déjà ça. De 63 à 68, nous avons eu une usine qui fabriquait des bateaux au Congo, qui s'appelait Chakona. Mais ça s'est passé en 5 ans. Nous avions eu pendant la même période une usine qui fabriquait des cahiers pour les étudiants, pour les élèves. On n'était plus obligés, nous, d'importer. Nous avions eu une usine qui fabriquait du poisson fumé. Nous avons eu. Et ça s'est passé en 5 ans. Et là, en 30 ans, c'est maintenant qu'on nous dit, oui, le président, il a fait ça, le président, il a fait ça, le président, il a fait ça. Mais quelle est la conséquence positive sur le plan économique de tous ces investissements? La question, ce n'est pas d'investir pour investir. C'est comme si vous avez un chef de famille qui, à chaque fois qu'il a de l'argent à la fin du mois, au lieu de penser à placer un peu d'argent pour l'avenir de ses enfants ou de sa famille, lui, il se dit, aujourd'hui, je vais aller claquer l'argent parce que, de toute façon, demain, ça va venir. Jusqu'au jour où le demain n'est plus, il n'y a plus d'argent, la famille meurt de faim, et c'est la décadence, et c'est la déchéance. Nous, ce que nous conseillons, ce que nous voulons et proposons, c'est le fait que l'argent qui rentre aujourd'hui, parce que nous avons encore la ressource rentière du pétrole, soit mieux utilisée, et soit mieux épargnée.
pour faire face aux jours difficiles de demain. Comment peut-on mieux utiliser et mieux épargner cet argent? Et bien justement, c'est en investissant dans l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. C'est en investissant dans l'économie durable. C'est en choisissant des priorités pour que, enfin, l'argent ne soit pas jeté par la fenêtre, mais que l'argent soit utilisé à bon escient. Lorsque vous reconstruisez Maya Maya, moi je ne suis pas contre, c'est bien pour le pays. Mais si c'est pour qu'il y ait un avion de temps en temps qui arrive, qui atterrisse et reparte, je dis bien de temps en temps. Regardez l'aéroport de Casablanca. C'est une rotation, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez comparer le trafic aérien de l'aéroport de Casablanca à celui de Maya Maya? Alors, où est la rentabilité de l'aéroport? Il n'y a pas de rentabilité. Entre-temps, c'est vous et moi qui payons cette dette-là. Parce qu'en plus, on n'a pas de l'argent, on a emprunté de l'argent pour construire. Alors qu'on aurait pu en profiter pour former plus de médecins, pour former plus d'ingénieurs, pour désenclaver l'intérieur du pays de façon à permettre aux véhicules d'y aller et de ramener des produits alimentaires dans différentes villes, pour faire tourner l'économie et faire vivre les populations. Est-ce que vous savez seulement que le makwala que vous mangez à Pointe-Noire, là, il y a des villes dans le nord du pays, ou des villages dans le nord du pays, qui n'ont jamais vu le makwala, parce que ça n'arrive pas. Parce que c'est difficile. Et parfois, vous avez le poisson fumé qui est à Bétou, qui ne peut pas arriver à Boko. Et parce que pour l'amener de Bétou, en passant par le bateau, ça arrive au bateau, il y a des intermédiaires qui prennent un peu de leur part là-dessus. Le produit est tellement rare que les prix augmentent, et quand ça arrive au marché de Boko, plus personne ne peut l'acheter, puisque sur le plan du pouvoir d'achat, le citoyen y arrive. Donc de ce point de vue-là, les différents points sur lesquels le régime de Brazzaville aujourd'hui est en train de se taper le torse pour dire il n'y a que le président Sassou, eh bien moi je viens de vous le démontrer que malheureusement, lui, il nous conduit tous à la perte. Et avec lui tout le système. D'où la nécessité de braver ce système, d'aller vers une rupture et d'apporter à chacun l'espoir possible du changement. Chers compatriotes, ce changement, il est à notre portée. Cette rupture, elle est à notre portée. Parce que nous sommes le peuple. Parce que c'est nous qui donnons la souveraineté à ceux-là qui nous gouvernent. Et qu'à tout instant, nous pouvons les sanctionner. Et nous devons les sanctionner. Même s'ils ont inculqué en nous l'esprit de la peur. Je vous remercie, vous êtes très courageux d'avoir accepté de venir, d'écouter, même d'être photographié et filmé. Mais beaucoup ont peur. Mais est-ce que c'est dans la peur qu'on va arriver à régler notre condition sociale? Est-ce que c'est dans la peur qu'on va pousser les politiques à changer leur façon de faire? On nous dit qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais cet argent, on n'a qu'à l'investir pour le bien de tous, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire, ils n'ont pas d'argent. C'est votre argent qui est utilisé comme ça, et mal utilisé. Je vais vous dire aussi qu'ils n'ont pas d'argent. Parce que pour beaucoup d'eux, pour beaucoup d'entre eux, ils ne vivent que sur de la fausse monnaie. Vous le savez ça? Ils ne vivent que sur les faux billets. Est-ce que vous le savez? Il y a beaucoup d'entre eux qui ont des machines pour fabriquer l'argent. Et c'est cet argent qu'ils injectent dans le circuit économique du pays. Ça, c'est des choses à ne pas faire. Parce qu'on ne fait pas du bien à son peuple, on ne fait pas du bien à son pays, on se fait du mal. Ça donne l'impression qu'il y a beaucoup d'argent dans le pays alors qu'il n'y en a pas. Ça donne l'impression qu'il y a des riches dans le pays alors qu'il n'y en a pas. Dans beaucoup de maisons de ces responsables-là, il y a ce qu'on a. Vous connaissez les sacs de Ngiri là?
y a plein de guerriers avec beaucoup d'argent. Mais comment voulez-vous bâtir un pays avec cet esprit-là? Ça vient de la mafia, ça vient de la Camorra. Nous, on veut changer tout ça. Le discours, c'est de dire, puisque le président a travaillé, il faut qu'on le laisse modifier la Constitution pour qu'il proroge encore son mandat. Non. Mesdames et messieurs, non. On ne peut pas vivre de cette manière dans un État démocratique. C'est eux-mêmes qui le disent qu'ils ont bâti la démocratie. La démocratie, c'est respecter les textes fondamentaux. Le texte fondamental, chez nous, il y en a un, c'est la Constitution. Et cette Constitution dit, dans son préambule, qu'on veut bâtir une démocratie, une république démocratique et sociale. La démocratie, il n'y en a pas. Sur le plan social, il n'y a rien. Au moins sur le texte qui existe aujourd'hui, qui, je vous rappelle, a été taillé à la juste mesure du président Sassou. Il voulait 7 ans, on lui a donné 7 ans. 2 fois renouvelable, il a eu ces 2 fois renouvelables des 7 ans, 14 ans. Et que la Constitution, dans son article 57, dit que le président de la République est élu pour 7 ans, une fois renouvelable, et qu'après ces 7 ans, une fois renouvelable, donc 14 ans, il doit partir. Il n'a plus le droit de se représenter. Ça, c'est un. La même Constitution nous dit que nul ne peut être candidat s'il a plus de 70 ans. Eh bien, c'est pas moi qui invente la Constitution, c'est lui qui a voulu que ça soit comme ça. Même si à l'époque, il avait fait pour éliminer certains de ses concurrents, dont M. Kolela et M. Lissouba, qui étaient à l'extérieur et qui menaçaient gravement son pouvoir. Aujourd'hui, même si cette Constitution, je ne la partage pas, mais je dis, stop, touche pas à ma Constitution. Elle est nationale. Et moi qui suis devant vous, je suis prêt à prendre la relève. Je n'ai pas peur. Je le dis. Gérer un pays, c'est comme gérer une famille. Et je viens pour redonner espoir aux Congolais qui commencent à se dire, de toute façon, ce n'est pas la peine, il va changer la Constitution, il va continuer, et pourquoi on va encore s'intéresser à la politique? Faux. Vous et moi, nous devons tout faire pour barrer la route. Le pays n'appartient à aucun seul individu. Le pays est un bien commun et nul groupe et nul individu ne peut le prendre en otage. Et c'est ce que je dénonce et c'est ce que nous devons dénoncer et c'est ce pourquoi je fais le déplacement pour vous rencontrer et vous dire il y a un New Deal, un nouveau pacte à signer entre la population et nous pour promouvoir cette rupture qui doit nous conduire vers un régime alternatif. Ce régime alternatif doit provenir de ce que chacun a changé sa mentalité. Doit provenir de ce que chacun a compris ce que c'est que la rupture. C'est abandonner ces vilainies qui nous ont empêchés de nous développer. Comment accepter qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'un passeport, que vous soyez obligé de dépenser jusqu'à 1 million pour obtenir un passeport qui est un document officiellement gratuit prononcé par le président de la République lui-même. Dans d'autres pays, ce n'est pas centralisé, sauf dans des systèmes communistes où tout est enfermé, c'est le cas chez nous. Sinon, vous allez dans une commune, vous avez votre carte d'identité, vous allez dans une mairie, vous faites votre demande de passeport, 15 jours après, vous recevez même un SMS sur votre portable pour vous dire passez récupérer votre passeport ou votre carte d'identité. On veut que notre pays en arrive là. Et c'est ce discours-là que je porte. C'est ce discours-là que je représente. C'est ce discours auquel je vous invite, auquel je vous associe. C'est cette action que je veux que nous menions ensemble. Que ce déplacement que je viens de faire au Maroc ne soit pas un déplacement vain, que ce soit un déplacement qui soit capable de susciter des vocations parmi vous. Pour comprendre que le pays, il vous appartient. Que la rupture, c'est vous. Que la rupture, c'est nous. Que l'opposition, c'est vous. Que l'opposition, c'est nous tous ensemble. Que l'opposition, c'est pas un tel, c'est pas Tartampion. Que l'opposition, c'est ceux-là qui pensent que le pays demain doit pouvoir changer de cap pour que enfin l'homme soit mis au centre de l'intérêt national, pour que enfin
l'homme soit le seul à décider de quoi faire de l'argent que nous retirons de la rente pétrolière que nous gagnons. Si chacun d'entre vous, si chacun d'entre nous se saisit de cet instant pour dire on ne veut plus assister aux obscénités que les médias internationaux nous balancent sur la vie politique du Congo. Ces obscénités, c'est nous qui allons les chercher, nous les hommes politiques. Vous connaissez la fameuse anecdote de l'épouse du président de la République qui vient fêter ses 70 ans en France avec énormément d'argent. Vous la connaissez cette histoire? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous avez vu entre-temps des informations qui circulent dans la presse sur les dépenses du président de la République rien qu'en matière d'habillement? Est-ce que vous avez vu ça? Le président qui arrive à dépenser 300 000 à 500 000 euros rien que pour les chemises. Rien que pour les chemises. Sans compter les montres, les cravates, les costumes. Il est arrivé jusqu'à 1 million d'euros payés cash pour les costumes. Mais cet argent, nous en avons besoin pour payer les bourses des étudiants. Cet argent, nous en avons besoin pour donner à manger à nos orphelins. Vous avez vu récemment une émission qui passait à la télé, une sœur qui a un petit orphelinat de rien du tout, dans lequel elle entasse une centaine d'enfants congolais qui meurent de faim, et cette dame est obligée de faire l'aumône à la télévision française pour qu'on lui apporte des moyens, alors que l'épouse du président vient jeter de l'argent en France pour célébrer 70 ans. C'est inadmissible, c'est insoutenable. Il faut se révolter intérieurement contre ça pour dire ça ne passe plus. Il faut changer les choses. Il faut redonner l'espoir. Cet argent, nous en avons besoin pour autre chose. Avec le million de francs, le million d'euros qu'on a dépensé pour les pantalons, ou les costumes, ou les chemises, ce million d'euros qu'on a dépensé pour les 70 ans de la femme du président de la République, on peut donner de quoi vivre à ces orphelins qui sont entassés comme des poussins dans notre pays. Si ça ne vous émeut pas, alors plus rien ne va vous toucher. Si ça ne vous travaille pas, alors on va continuer à vivre le monde et la mendicité dans les pays des autres. Alors que nous avons un beau pays qui ne demande qu'à nous être restitués. C'est à nous de reconquérir notre pays. C'est à nous d'en faire un fleuron, d'en faire un beau jouet pour lequel chacun d'entre nous va s'envier. Vous savez, dans les quartiers, des fois, un enfant qui a un beau jouet, tout le monde l'envie, tout le monde veut le toucher, tout le monde. Mais c'est pas par haine, c'est pas par jalousie, mais parce que le jouet est trop beau. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Transformer le Congo en ce beau jouet. Pour que les pays environnants se disent, prenons exemple sur le Congo. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec leur argent. Mais moi, j'aurais honte que le pays continue tel qu'il s'en va, à volo, alors qu'il y a des potentialités. Le pays est assis sur une grenade qui va se dégoupiller d'ici. Cette grenade, c'est la pauvreté. Et c'est la même pauvreté qui a fait que beaucoup d'entre vous aient été détournés du bon chemin par les marchands de vision qui nous ont amenés à la guerre. Moi qui ai travaillé sur le dossier du révérend pasteur Toumi, je sais que jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qui a été décidé sur la réinsertion des anciens combattants dans la force publique, il y a encore énormément de jeunes ninjas qui avaient 15 ans à l'époque, qui doivent avoir 30 ou 29 aujourd'hui, qui sont laissés pour compte chez le pasteur Toumi à Souna. Ils y sont. Ils se lèvent le matin, ils prient, ils dorment, le lendemain matin, ils se réveillent, ils prient, ils dorment. Mais quel avenir on donne à ce pays? C'est inadmissible. Dieu n'a jamais dit dormez, priez, ne travaillez pas. Il faut leur donner du travail. Il faut leur donner la possibilité de participer à l'économie du pays.
demain vont transformer le pays en Harlem, en Chicago, qui vont transformer le pays en bombe. Mais que vont devenir ces jeunes gens qui restent assis chez lui? Un véritable commerce sur lequel chacun s'est sucré et continue à se sucrer. Parce que le ramassage des arbres, on ne nous a jamais fait un point aujourd'hui pour nous dire, voilà, on a ramassé tant d'arbres, voilà ce qu'elles sont devenues. L'ONU, la communauté internationale a même payé au Congo pour que ces arbres soient ramassés. Mais pourtant, on ne sait pas si elles ont été, combien ont été ramassés, combien il en reste. Beaucoup sont devenus des faiseurs de paix dans le groupe. Et pourquoi? Parce que chaque fois, ils vont demander des financements qui ont été égarés du prochain. Mais si ces problèmes ne sont pas résolus, qu'est-ce qu'on fait des financements qu'on leur donne? Donc tout ça, ça fait d'une république assise sur une grenade. Et le pire, l'opposition qui est chargée de relever cet ensemble de faits et de dire stop, il va falloir qu'on bâtisse une autre alternative, un autre avenir. L'opposition elle-même est empêtrée dans ses problèmes. En dehors de ce que l'État ne lui donne pas les moyens, mais l'opposition est complètement tétanisée. Une élection ont eu lieu, les présidentielles 2002, les législatives 2002, les législatives 2007, les présidentielles 2009, les législatives, là, 2012. Jamais l'opposition politique congolaise ne s'est présentée en rang uni pour dire nous avons compris la leçon, il faut que ça change, il faut que nous donnions espoir aux populations pour qu'on avance vers autre chose. L'opposition a besoin d'avoir un discours solide, a besoin d'avoir un leader qui porte le discours et a besoin d'avoir des moyens pour lutter contre le système. Mais j'ai compris une chose, que l'opposition dans sa forme actuelle constitue un élément du système politique à la tête duquel nous avons M. Guessois. Donc pour moi, cette opposition-là et M. Sassou, je les mets dans un sac unique. Ils sont pareils. C'est à nous de prendre l'option de montrer une autre voie, de montrer une autre politique, de faire la rupture. Tout opposant congolais qui est incapable de rupture n'est pas un opposant. Aujourd'hui, nous avons la question de la modification de la Constitution, sur laquelle M. Sassou est, avec beaucoup d'habileté, petit à petit en train de nous amener pour dire qu'il n'y a que moi, le parrain, qui peut rester président. Mais j'ai bien peur que beaucoup d'entre eux dans l'opposition, qui sont également dans la même situation de l'âge que M. Sassou, se disent, finalement, pourquoi on ne ferait pas un gouvernement d'union nationale? On modifie la Constitution, M. Sassou il continue, nous aussi on continue à faire de la politique. On ne leur interdit pas de faire de la politique, mais la présidence pour eux c'est fini. Mais c'est aussi une joie qu'un père puisse accompagner son fils dans sa réussite, c'est pas vrai? Et pourquoi nos opposants congolais qui ont atteint la limite de la retraite ne le feraient pas pour plus jeunes qu'eux? Il y a une raison. La seule raison c'est qu'ils n'ont pas fini avec les joies du pouvoir. Ils n'ont pas fini comme M. Sassou avec l'ambition de se sucrer au jour le jour. Ils sont toujours dans l'appétit d'avoir plus, toujours plus, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir. Nous leur demandons à tous, à M. Sassou et à ceux-là, de partir. Nous sommes prêts pour la guerre. Il n'y a pas que moi. Il y en a beaucoup qui sont prêts de prendre en main le pays et bâtir un espoir pour les peuples. Et cette rupture, si elle n'est pas possible, on ira la chercher coûte que coûte, parce que vous, la population, nous, le peuple, c'est nous qui sommes l'opposition. Voilà, chers compatriotes, chers amis, chers frères, chers fils, chères filles, les motivations qui nous ont amenés au Maroc pour vous rencontrer. Et je pense qu'on aura peut-être 2 ou 3 minutes pour qu'on puisse échanger, de façon à ce qu'on reparte, nous également, avec des informations qui vont alimenter notre démarche. Mais en tout cas, je me félicite au nom de ma délégation de ce que vous avez fait le sacrifice de venir à notre écoute, de venir à la rencontre,
qui est peut-être un début, et que ce New Deal que nous venons vous proposer se poursuive de façon concrète dans les jours qui vont suivre. Je vous remercie. On n'est pas arrivé ici par hasard, on est arrivé parce qu'il y a parmi nous des compatriotes qui ont pris l'initiative de nous dire que c'est possible, on peut vous aider à rencontrer la communauté congolaise. Jusqu'à preuve du contraire, je leur renouvelle ma confiance et je demande à tous ceux qui veulent se joindre à cette belle aventure que nous sommes en train de mener, qui demande beaucoup d'énergie, à la fois mentale, à la fois physique, qui demande beaucoup de santé aussi, qui demande beaucoup de courage. Parce que la politique, c'est la politique. En ce moment-là, je dois dire, vous vous rabattez sur le comité M. Lefoy, M. Kérali Manassé et les autres. Et moi, je ne veux pas que demain matin, en fin de réunion, s'il y a des compatriotes qui veulent qu'on échange un peu par rapport à cette question, je suis à leur disposition. Comme ça, je les mettrai en contact avec le comité d'organisation et ça deviendra le noyau officiel de la culture ici au Maroc. Je peux venir vous voir de temps en temps, discuter, échanger, et voir également, avec le peu de discussions que nous avons, quelle aide on peut vous apporter. Je peux vous aider. Voilà ce que je peux vous répondre. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup pour l'intérêt qui est le vôtre sur la situation politique, économique et sociale de notre pays. Merci également pour cette volonté de vouloir accompagner et promouvoir la politique de rupture dont nous sommes venus faire la promotion. Je remercie tous ceux du comité d'organisation qui, depuis plusieurs jours, n'ont pas ménagé leurs efforts pour réussir cette rencontre, qui se sont privés et qui se sont dépensés au nom de leur amour pour le pays, que je suis de tout cœur avec eux, que je suis à leur disposition, et que toute la communauté congolaise du Maroc qui veut accompagner ce discours de rupture soit bien accueillie par ce comité, et qu'ensemble, on commence à bâtir quelque chose de beau, quelque chose de grand, un jouet, comme on dit. Je vous remercie. On va essayer de gagner un peu de temps parce que la salle a été prise, comme je l'ai dit au début, c'était pour 3 heures, je crois. 3 heures, c'était de 13h à 16h. On a débordé un peu. On nous a accordé 2 heures, vu qu'il est déjà 18h, passé. Donc, vu par rapport au programme, il y a une petite collation. Donc, on va essayer de se le partager, fait. Et comme a dit le docteur, s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent savoir plus par rapport à la campagne qui est en train de lancer. Et puis, pendant ce temps-là, discuter, se partager quelque chose qu'on a prévu. Une fois de plus, c'était un plaisir de vous avoir ici. C'est vrai, c'est bien de vous faire le message que vous avez annoncé. J'espère bien que la jeunesse congolaise comme nous, ou la communauté congolaise au Maroc, essaiera d'échanger là-dessus. On aimerait aussi un peu de diaspora pour ça. Mais ça vient. Moi, je vous souhaite bon appétit. Et pendant ce temps, on peut vous rapprocher auprès du conseiller, donc du docteur cabinet, une fois que la le docteur, si vous avez des questions. Si vous voulez. Voilà.
Voilà. Parce que là, vraiment, c'est 13h à